j'ai 67 ans, je suis un militant gay qui a beaucoup travaillé sur la musique, sur le sida, sur les droits des personnes LGBT. J'ai créé ACT UP, Tétu, et j'ai publié une dizaine de livres et maintenant je suis à la retraite. Moi j'ai fait mon coming out dans les années 70, donc très tôt, à 17 ans, 18 ans. Je crois qu'il faut se rappeler le contexte politique de cette époque-là, donc on était quand même un peu plus radical qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y avait très peu de droits. Et en fait, tout a commencé à changer en France avec l'arrivée de la gauche au pouvoir avec Mitterrand en 1981. Il faut vraiment voir cette date comme un avant et un après. Avant, on était vraiment underground. Et d'une manière un peu flamboyante, mais quand même underground, et c'était dangereux. Et à partir de 81, tout d'un coup, ça a été pour la première fois un sentiment de liberté et une fierté aussi, parce que on sentait qu'on était dans le sens de la modernité. Je pense que moi, j'ai toujours vu ma communauté comme une communauté qui était en avance. On a eu une période quand même qui a été dorée au début des années 80, c'est le début du Marais, c'est le clubbing, c'est la musique, c'est le cinéma, la culture en général qui pousse la visibilité des homos et des lesbiennes. Et donc on était vraiment excités de voir qu'il se passait vraiment beaucoup de choses. Donc on est passé d'un moment où on devait se cacher à un moment où on pouvait se montrer. Et donc, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de choses, comme par exemple le magazine Gay Pied, qui était le principal média gay de cette époque-là. Et ça a été le média d'une génération, parce que c'était un média politique aussi. Il y a un truc très important dans cette époque, dans les années 80, c'est que comme la gauche était au pouvoir, on était tous dans le même groupe politique, en fait. Il n'y avait pas de gays de droite à cette époque-là. Ou s'il y en avait, ils se cachaient parce qu'ils avaient honte, quoi. Et puis, de toute façon, on se moquait d'eux. Donc, on était vraiment dans le même courant politique et social ou sexuel. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une proximité. Le fait de se promener pour la première fois dans des grandes avenues à Paris, de se montrer au grand jour, ça a été quelque chose d'incroyablement libérateur. Et je crois que l'arrivée de la Gay Pride en 1980 a été une sorte de moment magique pour nous tous. Et quand je parle d'amitié, c'est quelque chose qui était important parce que chaque année on se retrouvait, etc. Il y avait un truc aussi qui se passait le 13 juillet, qui était organisé par le Gay Pied. Il y avait un bal, comme tous les bals du 13 juillet, mais qui se passait sur les quais de la Seine. Et ça, pour moi, c'était les deux plus belles journées de l'année, parce que non seulement c'était des mouvements politiques, mais c'est surtout, je crois que j'ai toujours été intéressé à l'idée de rencontrer ou de m'amuser à l'extérieur. C'est quelque chose qui, bien sûr, pouvait me plaire, mais il y avait quelque chose d'incroyablement libérateur dans le fait de danser comme tout le monde. C'est-à-dire, il y a des bals de pompiers, pourquoi il n'y aurait pas des bals de gays avec des lesbiennes, avec les gens se promenaient, il y avait une fluidité. Pour moi, j'ai énormément écrit sur les liens entre les gays et la nature. Donc pour moi, le fait de s'amuser à l'extérieur, c'était en fait un signe de liberté supplémentaire. Quand je suis arrivé à Paris à 19 ans, c'était en 1977, et 3 ans après, je crée ma propre revue, en fait qui commence comme un fanzine, et puis qu'au bout de 6 ans est devenue une revue très chic de 160 pages, etc. Notre but, c'était vraiment de faire un média qui ne parlerait pas de la difficulté d'être gay. En fait, ce qui nous intéressait, c'est de parler des gens qu'on aimait par leur
au niveau artistique ou même politique. L'idée, c'était de faire de Magazine le reflet de son époque culturelle. Donc, dans un sens, tout ce qui était le discours militant, il était tellement absorbé, en fait, qu'on l'abordait très peu. On faisait comme si on était déjà arrivé, alors que à cette époque-là, je vivais dans une chambre de bonne, sans eau chaude, etc. On était quand même très précaire. Mais Magazine, ça a été le reflet de la création artistique en France, en Europe, aux États-Unis, de 1980 à 86. Et vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait pour faire cette revue avec si peu de moyens, mais ça sortait quand on pouvait. Et Magazine m'a permis d'apprendre à devenir journaliste. Arrivé à Paris, exactement dans la même situation que la chanson de Bronski Beat, Small Town Boys. C'est-à-dire, l'amour que je cherchais, je ne pouvais pas le trouver à la maison, à la campagne. Il fallait que j'aille à la grande ville. Et je suis arrivé à Paris avec une petite valise. Et moi, ma particularité, c'est le clubbing. C'est que très vite, j'ai dit, en fait, ce qui se passe dans le club, c'est vraiment le ciment de ce qui se passe au niveau de l'amitié, de la drague, de la danse, les lumières, enfin, toute cette manière de s'exprimer à travers sur le dance floor. Et ça a débouché sur les raves, sur la techno, sur tout un paquet de trucs qui ont pour moi été libérateurs. Hein. C'est-à-dire que même à l'époque du sida, la musique nous a aidés à traverser une décennie très difficile. La chanson très célèbre du groupe Everything But a Girl, Missing, en 1995. Qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est une fille qui se promène dans la rue et qui passe devant la maison de quelqu'un qu'elle a connu et elle dit « Tu me manques parce que tu es plus là ». Ça pourrait être juste une histoire d'amour qui est finie, mais on sait que c'est le moment le plus dur de l'épidémie du sida, donc forcément ce morceau devient un hymne à toutes les personnes qui sont mortes. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai travaillé sur Magazine et en fait après j'ai commencé à devenir indépendant. Et en fait pour la première fois, au bout de 3 ans, je gagnais bien ma vie. Et au bout de 3 ans, j'ai réalisé que tout ce que m'avait donné la communauté, maintenant il était temps pour moi d'y répondre. Et c'est cette idée qui est très forte chez moi, c'est de rendre, de giving back. C'est-à-dire que si la communauté, la société t'aide, il faut aider la société et la communauté. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert que j'étais séropositif en 87, il m'a fallu 2 ans pour m'engager pour créer ACT Paris, qui était un groupe de militantisme issu de New York, qui était un groupe militant très radical dans la lutte contre le sida. Et ça a été un moment de bascule chez moi, parce que en fait, je n'avais pas pensé m'engager d'une manière si ouverte. Et après tout, j'étais journaliste. Mon travail de journaliste, c'était d'être derrière le micro, hein, de faire des interviews. Mais tout d'un coup, il a fallu que je m'expose. Et l'engagement contre le sida, pour moi, ça a été quelque chose qui a changé ma vie, parce que quand on a commencé le combat contre le sida, personne ne savait qu'on allait réussir si vite à trouver des médicaments qui permettraient aux personnes séropositives de vivre. Maintenant, en tant que personne séropositive, j'ai une expérience de vie qui est celle d'une personne normale. Le fait d'avoir réussi cette bagarre contre le sida, pour moi, a été fondamental dans ma vie, parce que pendant de longues années, j'étais pas sûr qu'on allait gagner. Et surtout, vis-à-vis des jeunes, je pense que
c'est quelque chose quand même qu'il faudrait que les jeunes apprennent à connaître, parce que ça a été la dernière grande victoire de la communauté LGBT-Sida. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis le mariage pour tous, il y a eu les droits, la PMA et tout ça, mais le combat qui a été mené dans le sida, ça a été le combat mère. C'est-à-dire que ça a été le combat qui a permis tous les combats qui ont suivi après. C'est parce qu'on a réussi sur le sida qu'on a pu travailler sur la marche des fiertés, sur le mariage pour tous, etc. Donc c'est pour ça que souvent quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis essayez quand même si c'est pas un combat, c'est pas le combat de votre génération, mais essayez quand même de vous renseigner sur ce combat-là, parce que vous ne pourriez pas avoir une sexualité libérée aujourd'hui si nous, on n'avait pas travaillé pour que cette sexualité soit moins traumatisante. Il ne faut pas oublier ce que ça a été de grandir avec le VIH et la peur que ça a instauré dans la société. Pas que seulement pour les gays, l'ensemble de la société. Donc le fait d'avoir réussi cette épreuve et d'avoir transformer ce traumatisme en un sentiment de fierté, pour moi, je crois que c'est la grande réussite de notre génération. Une des grandes déceptions de ma vie, c'est-à-dire que j'ai grandi... en fait, la France de mon époque était très séparée. Il y avait les Maghrébins d'un côté, les Noirs de l'autre, les Blancs, les gays d'un côté, les lesbiennes de l'autre. Mais on se retrouvait quand même dans le clubbing. Mais c'est vrai que moi, il a fallu que j'attende 20 ans pour avoir une discussion avec une personne non blanche. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément déçu du retard de ma société, parce qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus mixtes. Et ça, cette mixité sociale, je ne l'ai jamais eue. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a frustré. J'aurais voulu vraiment... j'attendais que la société soit plus mélangée. C'est une des choses qui fait que je ne suis pas nostalgique par rapport à mon époque. Parce que je sais à quel point mon époque était cloisonnée. Dans les médias, il n'y avait jamais une personne noire qui parlait. Dans les médias, il n'y avait jamais une personne, un journaliste arabe ou maghrébin qui avait... Et ça, c'est quelque chose qui me mettait en colère. Ce qui était important dans les années 80 sur le militantisme a énormément évolué maintenant. Et maintenant, les deux sujets qui sont pour moi les plus importants, c'est l'écologie et depuis 25 ans la Palestine. Pourquoi la Palestine? Parce que c'est quelque chose qui me crève le cœur, c'est quelque chose qui me fait énormément du mal, parce qu'il y a énormément de guerres en Afrique, partout. Mais la Palestine, pour moi, c'est l'exemple typique vraiment de ce qui va mal à notre époque. Et surtout un génocide d'une ampleur pareille. Et pour moi, le fait de ne pas s'engager quand il y a des guerres comme ça, d'abord, il y a des réminiscences de la Deuxième Guerre mondiale qui remontent d'une manière énorme. On se demande aujourd'hui, mais si vous ne vous engagez pas sur un truc comme ça, qu'est-ce que vous auriez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi je parle de la Palestine? C'est que ce côté insouciant que j'avais dans ma jeunesse s'est développé dans un truc de colère. En fait, je suis un vieux monsieur en colère. Toujours le cœur. Et je pense que c'est quelque chose, si on arrive à apporter le cœur et l'attention dans le militantisme, dans le clubbing, dans la vie de tous les jours, etc., dans le souvenir aussi, je crois qu'on apporte quelque chose de concret dans la société.